Donc on va essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a créé au collège Pons. Le constat il vient d'abord d'un échec. On part d'un échec, c'est-à-dire que on s'est réunis en 2009, je crois, voilà, en juin 2009, en disant c'est terrible, on n'y arrive pas, les résultats que l'on a avec les élèves sont quasiment inexistants, on n'arrive pas à les faire travailler, on n'arrive pas à leur faire apprendre quoi que ce soit. Donc à la base, ce que l'on a créé, on l'a créé parce qu'on était assez désespérés. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'une fois qu'on est désespéré et qu'on est au fond du gouffre, quoi qu'on fasse, on s'améliore. On va vous présenter globalement ce qu'on a fait au collège Pons autour de 3 objectifs principaux. Le premier, c'était donc de travailler sur la construction de soi. Donc l'élève qui se construit par rapport aux autres, donc c'est-à-dire qui se construit comme un être social. Et on va voir les bénéfices que l'on peut en tirer en termes d'apprentissage. On va vous parler également de la personnalisation des apprentissages, comment faire dans un public, face à un public REP+, comme le nôtre pour s'adapter aux élèves. Enfin, on va vous parler de la coopération des enseignants. Et pour terminer, eh bien, on va zoomer sur un petit peu ce qui est l'objectif du colloque, c'est quel type d'évaluation on peut mettre en place, non pas une évaluation des apprentissages, qui est une évaluation qui a un sens mais qui n'est pas forcément la plus intéressante, mais vous parlez de l'évaluation pour les apprentissages et en quoi la démarche évaluative apporte une plus-value pour faire apprendre les élèves. Donc voilà. Donc le premier thème, c'est la construction de soi dans la relation aux autres. Donc on a essayé de mettre en place d'abord des repères importants pour les élèves qui sont... alors on est dans un collège, donc ce sont des élèves qui arrivent de l'école primaire avec un lieu d'apprentissage qui est fixe, la salle de classe, et des habitudes que l'on chamboule totalement en arrivant au collège. Donc là, la première étape que l'on a décidé de mettre en œuvre, c'est de maintenir un certain nombre de repères pour ces élèves-là, au travers donc d'une salle dédiée. Alors, on n'y fait pas tous les apprentissages parce que il y a des salles qui sont dédiées à un certain type d'apprentissage et on ne voulait pas que les élèves en soient privés. Par exemple, la salle d'art plastique, les salles de sciences, la salle de musique, etc. sont des salles particulièrement intéressantes et les élèves y vont. Ils ne sont pas tout le temps dans la salle de classe, mais par contre, tout ce qui est de type français, maths, histoire, géo, sont faits toujours dans la même classe. Voilà. Alors le deuxième point de repère qu'ils ont à l'école primaire, c'est un maître, une personne qui les encadre durant toute la période hebdomadaire. Et donc on a essayé de faire en sorte que dans le projet, on garde un référent extrêmement fort pour les élèves. Donc ce rôle-là a été dévolu au professeur principal qui avec l'aide aux devoirs, son heure disciplinaire, les heures de plan de travail, l'heure de conseil de semaine, arrive à peu près à les avoir 9, 10, 11 heures en fonction des disciplines. Voilà. Donc globalement, on tourne autour de 9-10 heures où on a les élèves dans la semaine. Donc ça, c'était pour garder des repères forts pour les élèves qui arrivent au collège. On a également mis des casiers en place pour qu'ils puissent laisser les affaires, donc au premier trimestre beaucoup plus, au second beaucoup moins, au troisième eh bien, encore moins, puisqu'on veut quand même les habituer à un fonctionnement de classe de cinquième normal. Donc petit à petit, les casiers sont de moins en moins utilisés au fur et à mesure de l'année. Ensuite, le deuxième point que l'on a essayé de travailler dans la relation des élèves, c'est développer des compétences qui sont sociales et civiques. Pour cela, on a travaillé
Donc sur un certain nombre de points que vous connaissez certainement, on a maintenu les métiers, les responsabilités des élèves, donc qu'ils choisissent toutes les 3 semaines, on change toutes les 3 semaines, ils changent de métier. Alors on y retrouve des métiers qui sont relativement classiques, hein. Ça va de celui qui fait l'appel à celui qui facteur, qui distribue au sein de la classe, le coursier qui va éventuellement amener quelque chose à l'extérieur de la classe quand c'est nécessaire. On a aussi des rôles comme le président du jour, donc c'est celui qui va organiser les périodes d'accueil le matin, etc. Donc chaque élève, toutes les 3 semaines, se voit attribuer un métier, une responsabilité qu'il va devoir assumer et qui est globalement attribué en fonction de sa demande. Alors il y a des métiers qui ont plus la faveur du public que d'autres, hein, bien évidemment, mais bon an mal an, on essaie de faire en sorte que chacun passe sur ses responsabilités les plus intéressantes et qu'ils aient aussi à faire des responsabilités qui soient... ils essayent de tourner sur toutes les responsabilités pour faire simple. Voilà. Ensuite, on a mis en place 1 heure par semaine un conseil d'élèves. Alors c'est un conseil qui est structuré de la manière suivante. Un élève est président, un élève est secrétaire, un élève est contrôleur de la parole, donc un fonctionnement très classique. Ensuite, il y a le frigo sur lequel il note toute la semaine soit les incidents qui leur est arrivé, soit les questions qui leur tiennent à cœur, soit des propositions d'organisation de la classe qu'ils voudraient voir soumis au conseil. Et donc, 1 heure par semaine, les élèves, alors avec notre présence au début, mais on essaie d'être de plus en plus en retrait et que vraiment ce soit un conseil d'élèves, participent au fonctionnement de la classe et les décisions qu'ils prennent, le professeur principal, à condition qu'elles soient dans le cadre bien évidemment du règlement intérieur, etc. On leur explique bien, le professeur principal met en œuvre les décisions du conseil et s'engage à ce qu'elles soient aussi respectées quand il s'agit de contraintes qu'ils mettent en place eux-mêmes. Et par les autres professeurs. Et par les autres professeurs. Et par les autres professeurs aussi, bien sûr. Ensuite, on y vote par exemple, un truc très intéressant, c'est qu'on y vote les projets. C'est-à-dire qu'un professeur ne met pas en place un projet sans qu'il soit voté par le conseil d'élèves. Ça veut dire que les projets que l'on met en place ont l'adhésion d'au moins la majorité des élèves. Voilà. Si le projet n'est pas voté, si le vote est contre, on ne fait pas ce projet avec les élèves. Ça arrive de temps en temps. Ensuite, donc, on le reverra tout à l'heure, mais sur les plans de travail, on les forme à l'aide, à l'entraide, et on aimerait bien arriver jusqu'au tutorat, en fait. Alors, sur l'aide et l'entraide, donc l'entraide c'est ponctuel, l'aide c'est quelque chose qui est également ponctuel mais un petit peu plus organisé, et le tutorat c'est encore un objectif qu'on n'a pas forcément atteint puisque ça nécessite un cadre qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place. Là, on a mis en place les messages clairs pour permettre aux élèves de pouvoir discuter de manière non violente des sujets qui leur tiennent à cœur entre camarades et régler les conflits. C'est une arme vraiment intéressante à mettre en place dans les classes. Et enfin, le travail en équipe. Donc, c'est une méthode un peu plus évoluée du travail de groupe puisque les équipes sont basées à partir d'un sociogramme que l'on construit et qu'on modifie, enfin que l'on rebâti de temps en temps au fur et à mesure dans l'année, et on demande aux élèves de citer 2 personnes avec qui ils souhaiteraient travailler et 2 personnes avec qui ils ne souhaiteraient pas travailler, de sorte que les équipes soient des équipes qui fonctionnent et que il y ait du temps pour que les équipes puissent fonctionner ensemble et qu'elles soient plus efficaces que du travail de groupe constitué en disant toi, tu fais ton groupe. Voilà. En mettant en place les équipes, on arrive quand même à gagner du temps sur le travail des élèves en groupe. Ensuite, l'accueil. Tous les matins, les élèves sont accueillis au collège par des professeurs différents en fonction des disciplines qu'ils rencontrent, mais avec des rituels qui sont assez bien installés. Donc sur ces rituels, on travaille essentiellement sur l'organisation, le rangement du cartable, la connaissance du collège, les apprentissages au mois de septembre. Mais ensuite, c'est un moment qui évolue en fonction des classes, puisqu'ils se prononcent en conseil sur ce qu'ils voudraient y voir. Et par exemple, en ce moment, alors il y a toujours le journal des apprentissages, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'est toujours le début
de l'accueil. Il y a ensuite une partie qui est dévolue au quad 9. Alors le quad 9, c'est des exposés faits par les élèves qui souhaitent exposer quelque chose qui leur tient particulièrement à cœur. Alors au fur et à mesure que ça se développe, ce quad 9 devient de plus en plus intéressant. Voilà. Et comme c'est noté ici, si les 6 professeurs principaux des classes de 6e étaient là, ils vous donneraient 6 versions différentes des accueils, puisqu'on est parti d'une trame commune tous, mais qu'ensuite, en fonction de chaque classe, certains ont voulu conserver la météo. Je crois que tu le fais toujours avec tes élèves. Les miens n'ont pas voulu continuer la météo, donc petit à petit, les accueils sont assez différents, avec une clé commune, c'est quand même le travail sur le journal des apprentissages. Donc voilà, c'est un élève de Claire qui présente la météo. Alors ensuite, il y a un gros travail qui est fait sur les émotions. Donc accompagner la posture réflexive de l'élève. En début d'année, on travaille sur les émotions de manière assez forte. On travaille on a la volonté d'enrichir leur vocabulaire. Alors il y a un lien qui a été fait par Daniel Fabre sur la violence scolaire et le vocabulaire que l'on peut mettre sur ces émotions. Donc il y a une corrélation assez forte. En enrichissant le vocabulaire, donc on fait le pari, qu'en enrichissant le vocabulaire des élèves, on va leur donner les outils pour alimenter les messages clairs, pour faire simple, voilà, et apaiser le climat scolaire de la classe. On parle également, quand on parle d'apprentissage, on parle également d'émotions. On ne peut pas apprendre sans éprouver des émotions. Certaines de ces émotions sont bénéfiques aux apprentissages, certaines émotions constituent un frein. Alors on le fait de façon assez simple, on se sert de la théorie des 3 cerveaux de Keynes qui est absolument controversée et probablement très fausse, mais qui a l'avantage d'être très simple à expliquer aux élèves. Voilà. Donc c'est celle où globalement il y a le cerveau qui est le reptilien, ensuite il y a le limbique et enfin il y a l'accès au néocortex qui est nécessaire pour la réflexion et pour les apprentissages. Voilà. Donc on leur explique que globalement pour apprendre, il faut qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas sommeil, il faut qu'il n'ait pas soif, il faut qu'il n'ait pas envie d'aller aux toilettes, ça fait toujours rire. Ensuite que globalement il faut qu'il soit dans une émotion ou positive ou stable. Et que ensuite, quand tous ces états-là sont en place, on peut apprendre. Voilà. Alors c'est des choses qui sont très, très intéressantes et qui ensuite, dans le dialogue, quand on a des situations de colère face aux apprentissages, quand on a des situations de refus face aux apprentissages, on peut les renvoyer à ce qu'on a étudié là-dessus. Et c'est très souvent des moyens de débloquer des situations de refus de travail. On renvoie l'élève à son émotion, on lui dit oui, là c'est normal, tu ne peux pas travailler parce que tu es en colère, explique-moi pourquoi tu es en colère. En général, alors je suis professeur de mathématiques, donc j'ai beaucoup de colère. Il y a des apprentissages qui sont quand même assez douloureux de la part sur les mathématiques pour les élèves, et donc en général, quand on a une situation de blocage, on n'arrive pas toujours à les débloquer, mais en tous les cas à mieux comprendre ce qu'il en est. Voilà. Quand on veut faire quelque chose en maths, en fait, on résout des problèmes déjà. Rien que le terme problème, je vous dis pas ce que ça soulève. Voilà. Alors, si on fait un problème avec les élèves, on a la moitié qui sont en refus. Si on fait un exercice avec les élèves, ça va. Donc, un travail régulier autour de l'identité, de la gestion des émotions et de la communication. Alors, effectivement, on fait un gros travail aussi sur l'identité de ces élèves-là. Voilà. L'identité, c'est important de les replacer en tant qu'enfants. Voilà. Ce ne sont pas que des élèves, on les prend dans leur globalité. Ils ont une histoire, ils ont une famille. Et c'est en prenant en compte ce contexte-là qu'on arrive à les motiver. Alors ça, c'est le document. Oui, le document, l'affiche, pardon. Voilà. Donc, je me sens coupable, en colère, etc. Donc c'est tout ce travail sur le vocabulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc en arrivant tous les matins, ils inscrivent ensuite leurs émotions au tableau. Voilà, donc l'émotion dans l'instant, tous les matins, ils vont noter comment ils se sentent au tableau. Voilà. Alors des fois, ce sont des états, des fois ce sont des émotions. Certains collègues travaillent vraiment pour leur montrer la distinction.
Parce que sinon, on a tous les matins, on voit. Mais de toute façon, on verra des photos, je crois qu'on a des photos aussi. Ce matin-là, c'était amusant parce qu'ils sont revenus sur « je suis fatigué, je suis en forme ». Et on est obligé de le reprendre tout le temps avec ça. L'intégration du vocabulaire est très longue. Alors c'est un élément qui est intéressant de connaître l'état de la classe en fait, parce que ça peut être intéressant d'interroger un élève qui a mis triste, etc., pour savoir un petit peu pourquoi, mais globalement vous avez quand même une image assez intéressante aussi de l'état de la classe. Avant de rentrer dans les apprentissages, ça peut être aussi intéressant. Donc c'est surtout intéressant aussi, notamment le lundi matin, quand on les accueille et qu'on note qu'ils sont tous fatigués. Tous fatigués, tous. Voilà. Ensuite, nous avons également travaillé sur la métacognition en situation d'apprentissage avec eux. Alors la métacognition pour elle-même, elle n'a pas vraiment d'intérêt puisque on a quand même affaire à des élèves de 6e, donc on ne peut pas non plus aller trop loin là-dedans, mais expliquer aux élèves comment on apprend, expliquer que l'attention est un geste volontaire, expliquer les mécanismes de la création d'une image mentale, leur montrer que un mot ne peut être intégré par un élève que s'il a une image mentale qui s'est créée dans sa tête. Tout ça, un élève est capable de 6e, est capable de l'entendre et est capable de vous dire oui, c'est bon, j'ai une image dans la tête. Et est capable de vous dire ah non, j'ai pas d'image. À partir de là, vous savez quand vous devez retravailler ou pas. Voilà. Donc là, sans aller très loin, hein, je pense qu'on n'est pas loin, puis il n'y a pas tellement d'intérêt, mais vraiment, geste d'attention, geste de mémorisation, très important, que l'attention est un geste volontaire. Enfin, on peut pas admettre que dans une classe, un collègue qui n'ait pas travaillé sur l'attention puisse demander de l'attention aux élèves en fait. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire où on arrive des fois au conseil de classe en disant oui mais la classe n'est pas attentive. Voilà, il peut y avoir un apprentissage de l'attention, il peut y avoir un apprentissage de la mémorisation. Si on délègue ces gestes, je ne vois pas bien comment des élèves, notamment REP+, mais globalement à peu près la majorité des élèves, peuvent acquérir ces gestes si on ne leur explique pas. Voilà. Donc le deuxième point, c'est un travail sur la personnalisation des apprentissages. Alors, plusieurs éléments permettent de personnaliser les apprentissages. Effectivement, on a mis en place les plans de travail et petit à petit, on arrive à faire vivre cette personnalisation des apprentissages mieux qu'au début. On voit bien qu'on est dans une phase d'évolution. On n'est pas, je pense, on est encore très loin d'être parfait là-dessus, mais on arrive vraiment à avoir des éléments de personnalisation. Avant de rencontrer M. Connac, quand on me parlait de pédagogie différenciée, en général, je me disais, là, je suis un peu voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire que il faut préparer des choses différentes pour tous les élèves, ils vont nous dire que, etc. Et on sait bien que dans la réalité, c'est pas vraiment faisable, quoi. Voilà, on n'a pas renoncé à une vie de famille pour faire prof, c'est pas partie des conditions, peut-être un jour, mais tellement c'est pas faisable si dans le cadre normal d'une activité de tous les jours. On peut le faire quand il y a une inspection éventuellement. On peut montrer qu'on sait le faire, mais en tous les cas, dans la pratique quotidienne, c'est vraiment très compliqué. La personnalisation des apprentissages, c'est quand même la version faisable, réalisable, qu'on peut mettre en œuvre en classe pour les élèves. Voilà. Et donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan pratique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un plan de travail? C'est une organisation où les élèves vont pouvoir travailler de manière plus ou moins autonome en fonction de leur acquisition de l'autonomie. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est que personnaliser les apprentissages? Ça peut être des élèves qui auront une activité similaire, mais en jouant sur le travail en équipe, sur l'aide, sur l'entraide, eh bien on va personnaliser les apprentissages. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre, mais ils vont apprendre de manière différente en utilisant toutes les ressources de la classe qui ne sont pas seulement le maître. Voilà. Donc les ressources
ressources de la classe, c'est tout élève qui aura fait preuve de compétences et qui va pouvoir aider sur un sujet son camarade de classe une fois qu'il aura été validé par le maître. Ça peut être des situations d'entraide, on le dit toujours mais on ne l'applique pas souvent, on réfléchit mieux quand on est plusieurs, sauf que la plupart du temps on demande à nos élèves de réfléchir tout seuls. Donc c'est vrai que l'entraide permet de personnaliser les apprentissages et puis bien évidemment le travail de groupe ou en équipe qui permet de confronter les images mentales des élèves et par ce biais-là de les construire, de les renforcer ou de les modifier si leurs images sont fausses. Voilà. Alors ensuite, autre facteur déterminant pour arriver à travailler là-dessus, sur la personnalisation des élèves, c'est d'avoir une évaluation par compétence. Alors, ça ne s'oppose pas aux notes. À mon sens, ça ne s'oppose pas aux notes. C'est-à-dire qu'on peut continuer à noter, mais pour pouvoir personnaliser les apprentissages, il faut quand même suivre les compétences des élèves. Voilà. Alors, on ne pense pas que coopération et note aillent de pair. Voilà, parce que la note entraîne des phénomènes de compétition que l'on ne souhaite pas voir apparaître au Collège Pons. Donc c'est pour ça que nous, on a balayé la note. D'ailleurs, je vous montrerai qu'on est encore en pleine réflexion là-dessus aussi. Alors les élèves ont la possibilité de suivre leurs compétences au fur et à mesure qu'elles sont évaluées. Donc reconnaître des mots précis. On a un code de 4 couleurs. Donc rouge, il n'y a pas eu d'acquisition. Jaune, il y a quelques éléments qui montrent que l'acquisition est en cours. Vert clair, l'acquisition est là, mais un certain nombre de progressions peuvent être possibles. Et vert foncé, il a satisfait à tous les attendus. Bon, voilà. Donc chaque élève peut suivre les compétences l'évolution de ses compétences. Alors quand on évalue plusieurs compétences, il y a un petit carré qui vient se mettre devant l'autre. Donc au fur et à mesure qu'on évalue, pour en plus avoir l'évolution des progressions. Alors vous allez voir pourquoi, on va vous expliquer pourquoi clairement on ne le fait pas. C'est super, on peut le faire mais on ne le fait pas, mais on a une raison. On le faisait. Alors là, on est des rebelles. Alors, il est là, le problème de notre rébellion. Voilà. Ça c'est nouveau, ça a été imposé il y a 2 ans. Ouais. Voilà. Donc, on a le problème de la communication avec les parents par rapport aux compétences. Et donc, on a estimé qu'il serait peut-être bon d'avoir une estimation chiffrée pour la communication des parents, mais c'est catastrophique. Hein, voilà. Donc, on parle plus il y a eu un moment où on parlait compétences avec les parents, quand on les voyait, aux réunions parents-prof. Et là, ils reparlent de pourcentage, et en plus, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est un pourcentage. Donc c'est très compliqué, donc on est un peu là en discussion. Toutes les compétences ne se valent pas. Ça, c'est le premier problème. Quand en mathématiques, pour donner un exemple, j'ai une compétence qui s'appelle savoir calculer des aires. C'est une compétence qui est très globale. Et j'en ai une autre qui s'appelle savoir calculer une valeur approchée, ou savoir donner une valeur approchée. Et donc le test était savoir donner une valeur approchée d'un quotient au centième par défaut. Voilà, donc on s'en fout quoi. Pour faire simple. Alors que, moi, le technicien, j'ai besoin d'avoir l'information, qu'elle apparaisse au même degré que savoir calculer un périmètre sur les bulletins, et que dans le calcul du pourcentage, ce soit la même valeur, c'est pas possible, quoi. C'est simplement pas possible. Donc voilà. Donc voilà l'état de nos réflexions sur les. On n'est pas sur le suivi des compétences. Sur le suivi des compétences, on est tous d'accord qu'il faut le faire. On ne veut plus mettre l'évolution des compétences parce que les évaluations formatives comptent aussi dans le pourcentage. Bon voilà, on est vraiment dans la réflexion là-dessus, et puis il y a beaucoup de problèmes qui s'enchevêtrent sur l'évaluation par compétences, et la communication avec les parents en fait partie. Voilà. Troisième partie, donc la coopération des enseignants. Alors on n'a pas d'outils. En créant ce PowerPoint là, ce Prezi, on se rend compte c'est compliqué à évaluer quoi. Ce qu'on voit le mieux, c'est les problèmes en fait. Donc je vous explique un petit peu Non mais c'est vrai, ce qu'on voit le mieux dans la coopération, c'est les problèmes que ça entraîne. Voilà.
Les enseignants de français, maths, histoire géo et langue vivante ont donné 1 heure par semaine pour le pot commun des plans de travail. Donc c'est-à-dire que sur l'horaire global des élèves, c'est pas, le plan de travail ne vient pas en plus, mais c'est chaque matière entre guillemets qui donne au pot commun de l'organisation du plan de travail. Donc ça veut dire que ces matières, ces disciplines s'attendent à avoir une sorte de retour sur investissement du plan de travail. Les enseignants participent par tour de rôle à l'accueil. Alors ça c'est vraiment intéressant. L'accueil est quand même dirigé, on va dire, contrôlé, mis en place par les élèves sous la tutelle du professeur principal. Mais globalement, tous les collègues, donc 5 collègues, participent à l'accueil. Donc ça c'est pas mal, ça leur permet d'avoir un feedback, notamment par le biais du journal des apprentissages. Donc le professeur principal assure la coordination des apprentissages, alors ça c'est nouveau aussi, puisque nous sommes sur le professeur principal est sur tous les plans de travail. Donc ça veut dire qu'il va voir travailler l'élève dans sa discipline, mais également dans les disciplines qui sont autres. Et on peut faire un retour, un feedback sur les difficultés, la manière de travailler, l'engagement des élèves par rapport aux collègues. Et ça, je pense que c'est vraiment un enrichissement. On coordonne aussi les apprentissages dans le sens où on va essayer de réguler le travail des élèves pour que, sur le plan de travail, toutes les matières soient balayées. Voilà, qu'ils ne laissent pas de côté, puisqu'ils vont avoir l'organisation qui va être à leur disposition. Ils vont pouvoir s'organiser comme ils veulent quand ils ont le degré d'autonomie suffisant. Il ne faut pas qu'à la fin du plan de travail, on s'aperçoive qu'ils n'ont pas fait les activités prévues par une matière. Alors c'est des problèmes que l'on a. Ce qu'on a également comme problème sur le plan de travail, ça va être que le temps de travail de l'élève en histoire géo, globalement, on va essayer d'estimer, puisqu'on a 8 heures sur 2 semaines, qu'il ne doit pas dépasser 2 heures. Donc certaines activités d'histoire géo vont être un peu plus chronophages, en langue vivante chronophages, etc., etc. Et petit à petit, là, on l'a senti depuis le retour des vacances de février, c'est l'augmentation du poids de travail dans le plan de travail. Alors je ne sais pas si c'est la fin de l'année qui approche peut-être et on a toujours le programme, etc. Mais on sent bien que là, nous, sur le plan de travail qui arrive, en tant que prof principal, on va être obligé de gérer les temps d'apprentissage des enfants, qu'ils notent sur la fiche de plan de travail le temps qu'ils passent sur chaque discipline pour envoyer un feedback à nos collègues. Ils se rendent compte de ce qu'ils donnent en fait. Parce que là, les élèves sont sous tension actuellement, il y a trop de choses à faire. Voilà, là, clairement, sur le plan de travail numéro 11, les activités demandées étaient telles que c'était quasiment impossible pour eux de finir Alors, moi j'ai un niveau 1, niveau 2. Le niveau 1, ça devrait être les connaissances de base, et le niveau 2, des connaissances plus avancées pour les élèves qui vont plus vite, mais là, clairement, les activités ont glissé trop sur le niveau 1. On en reviendra peut-être là-dessus après, on y reviendra. Donc vous voyez, sur la coopération entre enseignants, c'est encore du travail. On voulait ensuite zoomer sur l'évaluation donc pour les apprentissages, en vous montrant plusieurs exemples. Alors tout d'abord, on veut vous montrer un Prezi qui est, enfin pas vous montrer, mais vous donner cette information sur ce Prezi qui est vraiment extraordinaire sur les pratiques d'évaluation. C'est celui qui est fait par François Muller, sur évaluer pour les apprentissages, ça marche. Donc vous tapez ça sur internet, sur Google, et il va vous renvoyer sur son Prezi. Je crois qu'il y a plus de 120 pages vidéo. Ouais, alors c'est d'une richesse extraordinaire. Alors sur le Prezi de François Muller, on avait sur les pratiques d'évaluation qui marchent. Il y a intention d'apprentissage, critères de réussite. Intention d'apprentissage, c'est clairement expliciter les compétences. Donc ça, c'est fait depuis un petit moment. Critères de réussite, c'est construire les attendus des compétences avec les élèves. Ça, c'est beaucoup plus long à faire. Surtout qu'on en parlera après, mais un des problèmes qui a donné lieu, qui a ouvert la voie au pourcentage sur les bulletins, c'est que dans certaines disciplines, les professeurs avaient besoin, peut-être qu'ils en ont besoin, mais pas les élèves, avaient besoin de détailler les compétences sur les capacités. On se retrouve dans certaines disciplines, par exemple en français ou en anglais, avec 65 à 70 compétences à évaluer en 6e.
Donc vous imaginez ça pour tous les élèves et toutes les disciplines, c'est l'usine à gaz, ça n'a plus de sens. Évidemment là ils ne peuvent plus après être dans travailler les attendus avec les professeurs. Mais moi j'essaie je limite à 20, 25 et on essaie de le faire, c'est que ça prend du temps. Mais c'est intéressant d'avoir des élèves qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on attend d'eux et quels sont les critères de réussite. Qualité des interactions, ça on reparlera après sur le plan de travail. Rétroaction verbale, on verra aussi sur le plan de travail. Rétroaction écrite, c'est très intéressant ce qu'il propose François Muller, il a été voir pas mal d'enseignants sur la manière de corriger toutes les annotations qu'on peut mettre sur une copie. Quand on rend une copie, c'est vraiment très très riche. Et je conseille vraiment d'aller le voir. Et évaluation par les élèves, on va le voir aussi, puisqu'on a choisi de vous montrer des choses là-dessus. Alors donc, tous les matins, on sollicite les élèves pour qu'ils passent lire pour un certain nombre de volontaires et de moins volontaires ce qu'ils ont produit comme écrit le soir à la maison avec la question suivante: qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Globalement au début on obtient des emplois du temps, à peu près ça, voilà. Donc j'ai eu maths, j'ai eu français, ensuite j'ai eu récréation, c'était bien, ensuite j'ai eu etc. Globalement c'est ce qu'on a au début. Ensuite avec du travail on arrive quand même du travail d'interaction par rapport avec chaque journal des apprentissages, on arrive quand même à obtenir des résultats qui vont permettre aux élèves de dire ce qu'ils ont appris et de rendre lisibles les intentions du professeur, beaucoup plus. Donc c'est ce qu'on appelle donc la secondarisation des apprentissages. Voilà. J'ai eu histoire géo, primarisation, j'ai étudié, j'ai fait la fiche d'histoire géo, primarisation des apprentissages. Le professeur a voulu qu'on étudie Alexandre le Grand, je cite un exemple que je ne maîtrise pas, mais globalement vous voyez l'élève a décrypté l'intention du professeur. Alors vos bons élèves le font, il n'y a pas de souci. Les élèves qui sont plus en difficulté ne le font pas. Alors même chose, si on attend qu'ils le fassent sans amener la réflexion sur ce terrain-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Chaque fois qu'ils font une fiche, entre guillemets, leur poser la question pourquoi votre professeur ou pourquoi je vous ai donné cette fiche-là, et verbaliser avec eux les objectifs que nous attendons de cette fiche-là, c'est toujours une plus-value intéressante pour les élèves. Donc, alors sur cet exemple-là, on voit bien la différence entre le j'ai appris et le j'ai fait. Voilà. Donc ils font des évaluations. Hein. Ils ne savent pas pourquoi ils les font, hein, je sais pas. Ouais. Voilà. Donc là pareil, ça nous renvoie à nos propres pratiques. Tiens, il fait une évaluation. Bon. Il n'est pas en train de montrer ce qu'il sait faire sur telle ou telle notion. Ça permet aussi de travailler sur la structuration du texte, hein, parce que c'est un écrit réflexif, mais c'est vraiment un écrit sur les constitutions d'organisation de texte entre le début et la fin de l'année, et quel que soit l'auto et la coévaluation sont des pratiques courantes en littérature, etc. Donc à chaque fois qu'un élève s'évalue, il s'auto-évalue forcément. On cherche toujours à le renvoyer à une meilleure connaissance de ce qu'il sait faire. Même chose, je trouve que par cette pratique de l'auto-évaluation, c'est pas la première qui est bonne, quoi. Alors c'est un discours que j'ai entendu en disant je les ai fait s'auto-évaluer, c'est pas bon, j'ai arrêté. Ah oui. Voilà. Donc la première auto-évaluation n'est pas bonne, il faut le savoir. La deuxième n'est pas meilleure non plus, etc. Alors l'auto-évaluation n'est pas bonne pour plusieurs raisons. Hein. Et la raison qu'il n'est pas capable de s'auto-évaluer, elle est valable que pour très peu d'élèves. Hein. Porter un jugement alors que peut-être jugement j'ai dit. Hein. Alors, ce que va dire le professeur va pas être je vais être au-dessus donc c'est pas bon, je vais peut-être comme ça j'aurai une bonne surprise. Enfin voilà, il y a sur le plan des émotions, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il faut que pour l'auto-évaluation, il faut que la confiance soit là. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait la relation de confiance bien installée. Oui, là c'était pour montrer un exemple en EPS sur un projet qu'on a fait avec le collègue je l'ai accompagné en fait pour voir ce qu'il faisait en évaluation formative. Donc là par exemple c'est en relais. Je l'ai vu cette évaluation, donc les élèves travaillent par 2 ou 3. Ils ont depuis un petit moment, c'est progressif, ils construisent les attendus de la course de relais.
Et à partir de une autre feuille, et sur celle-là, ils vont, à chaque fois qu'ils font une course, ils en font plusieurs, ils peuvent évaluer. Et il y a un juge donc, qui va être, qui est vraiment juge de course, qui est censé donner le départ, donc l'utilisation du chrono, au début de la course, fin de course, et qui en même temps va avoir les temps, parce qu'en relais c'est très très technique, des endroits il faut passer le relais, des endroits il faut le lâcher, bon là c'est assez technique et ils apprennent tout ça, quoi. Moi ils m'ont assez, c'était vraiment très très intéressant. Donc ça c'est en EPS, ils ont l'habitude aussi de travailler comme ça. Et ça c'est en cours d'orientation, c'est la fiche où les élèves vont noter, donc ils sont en groupe, ils vont d'abord définir leur trajet, les points remarquables et justifier les points remarquables avant de partir en fait sur le terrain. Ce travail-là est très très intéressant, ça vaut même le coup de l'enregistrer parce que ce travail sur le groupe où ils choisissent, ils discutent et il y a plein de choses qui sortent et là il se construit énormément d'apprentissage. Et le professeur n'est pas là, hein. Il est un peu plus loin. Alors, pour terminer, donc, on va parler du plan de travail et l'auto-évaluation de l'élève par rapport à ses apprentissages. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le professeur principal a la chance, entre guillemets, d'être sur tous les plans de travail. Il est assisté d'un professeur disciplinaire et d'un assistant pédagogique. Donc en fait, on est assez nombreux et ça permet vraiment d'avoir un discours et des entretiens assez riches avec les élèves, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment à force, ça vous devez le vivre aussi si vous faites des plans de travail, c'est qu'on recueille énormément d'informations pendant les plans de travail, ce qui fait que l'évaluation normative de fin de séquence, on en a de moins en moins besoin, parce qu'on sait déjà où ils en sont, quoi. Bon, ça, après, il y a certains professeurs qui nous accompagnent, qui disent ah mais non, quand même, faire l'évaluation en fin de séquence. Bon, et on se rend compte, alors, avec Gilles, on en fait de moins en moins, et on ne le dit pas trop parce qu'on sait que c'est pas bien. On est quelques professeurs, on se rend compte qu'on n'en fait pratiquement plus, mais qu'en fait, on a beaucoup plus d'évaluations, évidemment, et puis on a une construction, et les évaluations qui sont faites sont beaucoup plus réussies, parce que de toute façon, on est sur un parcours d'apprentissage. Voilà, ça c'est la fin du plan de travail, ça c'est intéressant, mais ça fonctionne parce qu'on discute avec eux. On leur demande à la fin de tous les jours, à la fin du plan de travail, qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est une façon de faire le relais vers le journal des apprentissages. Certains élèves ont du mal pour le journal des apprentissages à dire sur la journée. Et on est obligé de les discuter avec eux parce qu'au début c'était quand même, j'ai appris à faire une fiche de géographie. Donc c'était ça. Et maintenant c'est un peu plus. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on les voit travailler, on les voit discuter, on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose et ce qu'eux ont appris est complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer qu'ils aient appris ce jour-là, quoi. Donc là, en fait, j'avais travaillé avec un élève sur... en espagnol, il m'avait demandé de l'aide. L'exercice d'espagnol avait été corrigé par le professeur d'espagnol. Il n'y avait pas de notation, donc c'était faux. On ne sait pas pourquoi c'était faux. Moi non plus, je ne savais pas d'ailleurs. Et donc on est resté un petit moment et je me suis rendu compte qu'il avait un gros souci au niveau de la syntaxe en espagnol, chose qu'il ne fait pas en français. Il a fait des programmes en français, mais en espagnol, quand il y avait un modèle de phrase, il fallait refaire le même modèle en changeant certains éléments. Il oubliait plein de mots. Donc on a travaillé un petit moment là-dessus, mais après il a fait plein de choses. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait pris pour lui ce jour-là? Il m'a dit, mais ah non, ça c'était important, je me suis rendu compte qu'en fait mon problème était là. Et c'était intéressant parce qu'on est resté 5-10 minutes, mais je ne pensais pas que c'était ce qu'il avait marqué. Et ce qui était le professeur travaillait sur des métrasqués, il fallait faire des phrases de construction. Ça il n'a pas retenu, je ne pense pas. Mais ça l'a marqué. Et c'est cette verbalisation que permet les plans de travail qui est intéressante. Qu'on n'a pas en collège sur des structures classiques. On peut leur montrer le portfolio peut-être. Oui, on s'est rendu compte, beaucoup d'élèves, hein, on a beaucoup d'élèves de la classe, sur 18 fins qui viennent tous les jours, on doit avoir sur ma classe 5 qui savent situer Perpignan, Pyrénées-Orientales, on a aussi. Après, ils l'ont appris, pourtant. Ils l'ont fait, mais c'est pas resté, quoi. Donc le professeur a donné des fiches. Moi, je suis assez très sceptique sur le fait que faire une fiche allait faire apprendre. Bon, là, celle qui met, c'est Isabelle. Je pense peut-être qu'elle le savait déjà. J'ai un doute sur le fait qu'elle a appris ça ce jour-là. Et donc, pour terminer, sur les 5 dernières minutes qui nous restent, donc, je pense aussi que tu vas prendre la parole là-dessus. Portfolio personnel. C'est quelque chose qu'on fait. Alors, on fait plus ou moins. Cette année, je m'y suis remise. C'est vrai que c'est difficile, c'est chronophage, mais c'est très intéressant. Donc, c'est tiré de cet ouvrage, un portfolio évalué pour apprendre. C'est un livre très intéressant. Il y a toute une partie qui explique qu'est-ce que ça peut être un portfolio des apprentissages, avec
tous les choix de portfolio. Et là, ce qu'on a travaillé vraiment, c'est une partie qui montre, enfin, un choix pour montrer pas comme un cahier de réussite qu'on peut voir en maternelle et tout, qui est très intéressant, mais là, l'élève doit mettre aussi, un peu comme le petit poussé, il va mettre son chemin. C'est-à-dire qu'il y aura des travaux dedans qui ne sont pas réussis, mais on va partir en production écrite par exemple, ils vont mettre les premiers G, ils peuvent mettre les révisions de texte, ils peuvent mettre une copie finale quand ils font des corps, des choses comme ça, pour montrer aux parents en fait la progression. Et alors ce qui est intéressant, c'est que des élèves même qui sont très bons scolairement n'acceptent pas l'erreur, donc choisir, parce que s'ils choisissent de mettre les documents, quelque chose qui montre une difficulté, ça peut être très compliqué. Et là, il se joue bien avec les familles. On s'est rendu compte, parce que le portfolio va être montré aux parents, des rendez-vous avec les parents, on fait des bilans dessus régulièrement. On se rend compte que certains parents sont très durs avec leurs enfants, en fait, quand on en entretient avec eux. Ils sont vraiment très durs et on apprend aussi aux parents, maintenant regardez, là oui, effectivement c'est normal, la production d'écrit sur un compte en 6e, c'est pas réussi, mais regardez les progrès quoi. Donc c'est vraiment un outil très très intéressant. On va l'utiliser encore, on est en réunion demain, réunion parents-prof, ils l'ont déjà préparé, ils ont déjà préparé leurs documents. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai des anciens élèves qui me disent que plusieurs années après, ils l'ont gardé. Parce qu'il y a une partie dedans où il y a mieux me connaître, ils peuvent mettre des photos de leur famille, ils peuvent mettre leur recherche personnelle et tout. C'est quelque chose qui les accompagne. Et j'ai des élèves cette année qui m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, mais parce que normalement on enlève les feuilles du premier trimestre pour mettre celles du second trimestre pour que ce soit plus lisible pour les parents. Et elle m'a dit, mais madame, moi je comprends très bien, le premier trimestre s'arrête là, moi j'ai mis une étiquette, je commence à second trimestre. Moi je veux garder le premier trimestre parce que quand j'aurai l'année prochaine, je regarderai, j'aurai toute mon année quoi. Et c'est très intéressant sur la posture de l'élève, on se dit il y a des choses qui ont changé quoi. C'était des élèves au départ qui étaient, je mets que là où j'ai vu foncer, hein, parce qu'après le reste. Alors, je peux vous dire ce qui se passe quand on ne le fait pas, puisque je ne l'ai pas fait cette année. C'est une erreur, hein, mais bon, j'ai été pris par le temps et effectivement c'est très chronophage, mais sur le suivi des compétences, faire uniquement sur le logiciel, c'est gênant parce que les élèves s'approprient moins les résultats. Les évaluations, la volonté de progression, etc. Sur la partie mieux se connaître, ce sont des fiches qui sont collées un petit peu sur le cahier de maths, mais ça manque de cohérence. Sur la partie recueil des travaux choisis par l'élève, c'est vraiment un gain par rapport à l'estime de soi. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai manqué cette année, que je ne manquerai pas l'année prochaine. Bon, c'est bien aussi de créer des manques. Voilà. Ça va être assez rapide, une sur deux. Classe coopérative dans le primaire, non, il n'y a absolument pas de pédagogie coopérative, c'est un peu à l'envers. Et quand on a eu des liaisons école-collège, on a commencé un peu à en parler, mais eux nous retournent le problème, vous n'avez qu'à continuer en 5e. Voilà, on a un réseau, c'est assez particulier. Je pense que ça, on parlait avec Pierre tout à l'heure des gestions des visuels, il y a quelque chose qui s'est cassé à un moment donné. Il y a eu des difficultés et quand on sonne le dernier conseil école-collège, puisque il y a un conseil école-collège, en fait c'était un conseil école-école, ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, ils étaient tous en train de se disputer les uns les autres et nous on était là. Bon, qu'est-ce qu'on fait là quoi? Ça s'est assez mal passé. Moi je ne suis pas retournée d'ailleurs. Donc il y a un problème sur le secteur actuellement, mais je pense que peut-être ça va changer. Je me suis pas engueulé parce que je travaille avec mes collègues. Voilà, en plus. Voilà. Si vous voulez, on nous a demandé, il y avait un projet, c'était Armat, qui était super intéressant. Et ce projet était tellement intéressant, on a dit, bon, mais vous avez fait ce projet avec ce collègue de CM2, maintenant, quand vous faites un projet avec un collègue de CM2, il faut le faire avec tous les collègues de CM2 du secteur. Et on a demandé ça à tous les professeurs de collège qui faisaient des projets avec les collègues de CM2. Donc cette année, il y a eu en plus une injonction très forte. Nous, on s'est retiré de pas mal de projets. Et ceux qui le font, c'est ça. Ça devient une usine. Donc on a les professeurs de collège qui vont au primaire. Les professeurs de primaire nous disent qu'il y a un ras-le-bol de voir ses collègues aussi longtemps dans nos classes. Ça nous prend du temps. Donc c'est assez... Bon là, ça va être arrêté, je pense. Cette année, ça a été... voilà. Donc du coup, ça a bloqué le début de la liaison parce que je pense qu'une liaison, au départ, ça part sur de l'humain. On n'est pas sur l'injonction. Donc sur la rencontre, ça a cassé ce côté rencontre. Bon, on espère que ce soit relancé l'année prochaine. Moi, je vais m'imprimer, en fait. Je suis professeur des écoles, futur professeur de lettres, en fait. Voilà, quoi. Alors, on reviendra peut-être en discutant sur le projet, le début du projet. Ce sera plus clair. Ensuite, nous sommes un collège public. Nous sommes un collège éclair cette année et nous allons passer RED+ l'année prochaine.
recrute sur le secteur du Haut-Vernay, qui est un secteur plutôt, extrêmement défavorisé, allez, on va dire les mots comme ils sont. On a plus de 85% de boursiers de taux 3 et on a une fuite très importante des écoles qui pourraient nous amener de la mixité au niveau du CM2. Bon, voilà. Donc on a quand même, on est ghettoisé pour être tout à fait honnête. Voilà. Mais public est fier de l'être. Alors niveau 1, niveau 2. Voilà. Donc pour essayer de faire en sorte que tous les élèves terminent le plan de travail, parce que c'est important qu'ils arrivent au bout. C'est important parce que il leur faut un objectif qui soit atteignable. On avait eu, premier trimestre, un petit peu ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire trop de contenu donné par les collègues. Et un des moyens que l'on avait réussi à mettre en place avec un collègue, c'est dites-nous ce qu'il est impératif que les élèves fassent en plan de travail, on appellera ça le niveau 1. Et dites-nous ce que vous souhaitez voir faire par les élèves qui sont les moins en difficulté ou on a des classes hétérogènes, donc on a des bons élèves dans nos classes. Hein. On est ghettoisé certes, mais l'hétérogénéité qu'on a mis en place nous permet d'avoir des élèves qui sont quand même de bons élèves. Ça a marché un certain temps et ensuite je voulais expliquer le niveau 2 a commencé à glisser vers le niveau 1 là, mais je pense que c'est lié à la fin de l'année qui approche et la volonté de voir faire un maximum de choses. Il y a un deuxième effet aussi, c'est dans nos salles on a par exemple des ordinateurs, on a 4 ordinateurs et les collègues de langue par exemple nous demandent de faire en plan de travail des échanges entre plusieurs élèves où ils s'enregistrent, etc. C'est extrêmement intéressant, mais quand on demande à des élèves de s'enregistrer, de faire un échange, etc., en termes de préparation, en termes de répétition, parce que ce qu'ils veulent, c'est un travail de qualité, hein, et donc c'est chronophage, quoi. Donc on en est un peu là où le niveau 1, le niveau 2 ne marche plus comme on voudrait qu'il marche, et donc on essaie de trouver autre chose pour réguler. Donc c'était un système de régulation de la charge de travail demandée aux élèves. Absence de notes sur les tables, surtout alors on est en 6e, 5e sans notes. Voilà. Oui, 6e, 5e, donc deux niveaux où il n'y a pas de notes dans l'établissement, où l'évaluation se fait par compétence. Et en 4e, oui, même en 3e, les collègues qui souhaitent continuer à suivre les compétences en 4e et 3e peuvent le faire, mais il y a un rétablissement de la note. Voilà. Donc ça a été souhaité comme ça. Bon, plusieurs raisons. Hein. Première raison, c'est quand globalement le système d'évaluation sans note s'est développé, les collègues qui étaient plus attachés au système de notation ont glissé vers les classes de 4e et 3e lors des répartitions de services. Non, mais c'est clair, voilà, en disant bon, vous le faites, c'est très net, voilà. Et donc forcément, quand en 4e, quand on a fait descendre 4e, 3e, les collègues qui sont les plus pas forcément opposés, encore une fois, je n'oppose pas les notes et les compétences, mais ceux qui sont plus attachés à la note en 4e ont fait savoir qu'ils souhaitaient l'avoir rétablie. La suite en 5e, c'est une question qu'on nous pose. On se la pose tous les jours et alors ça a évolué quand même. Sur l'historique du projet, on a le niveau 6e depuis seulement une année. C'est-à-dire qu'on a été en expérimentation sur 3 classes et là on est passé depuis une année seulement. Donc on a des nouveaux profs principaux très motivés, etc. Mais on sait très bien que l'année prochaine, effectivement, ils vont passer en 5e et là, il y a des collègues qui ont envie de faire des choses. Mais c'est vrai qu'ils attendent qu'on le fasse. Nous, on est 4-5 vraiment à piloter le projet en 6e. On ne peut pas en plus s'engager à prendre en charge et piloter un projet comme ça en 5e. C'est très très lourd. Donc on essaie de motiver, mais de plus en plus, hein, il y a une volonté. Voilà, l'idée. Après, c'était la direction qui a... La direction et nous, on aurait peut-être plus vu un développement dans l'autre sens au départ, ça aurait été plus simple. Mais c'est vrai que ça mettait de côté la moitié des élèves qui arrivaient en 6e et on trouvait ça un peu injuste. Donc le fait de l'avoir fait surtout au niveau 6e, ça permet d'avoir des classes de 6e très apaisées, vraiment au travail. On va voir l'année prochaine, donc ça va se jouer là, maintenant en fait. Ce
qui manque en 5e, c'est des porteurs de projets, clairement, quoi. Des collègues qui souhaitent s'engager. Au niveau de... Voilà, mais après, bon, voilà, ils souhaitent s'engager, mais prendre la responsabilité d'une classe et être le PP, ben, c'est un peu stressant au début, hein, parce qu'on n'est pas certain des résultats. Il y a un certain nombre de valeurs aussi qui sont mises en place, hein, là-dedans, qui sont pas toujours, qu'il faut parfois défendre par rapport à des collègues. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus d'actualité, on va dire, au fur et à mesure, parce qu'une classe, 3 classes, 6 classes, puis là quand même beaucoup de collègues se disent, voient que quand même il y a une amélioration sur les comportements, sur la volonté d'apprentissage, sur les apprentissages même si les outils pour le mesurer, on les a pas forcément, mais bon, l'engagement est présent, ça c'est un fait. Bon après voilà, il faut vraiment maintenant que certains rentrent et acceptent d'en prendre la charge, quoi. Ensuite, je vais peut-être lier ça aux moyens. Sur quels moyens fonctionne-t-on? Alors, les plans de travail sont sur les moyens horaires des disciplines. Par exemple, maths, on a 4 heures. En maths, on donne une demi-heure sur l'accueil et on donne 1 heure de plan de travail. Ça veut dire que en temps d'enseignement face à ma classe en mathématiques, j'ai 2h30 par semaine. Voilà. En histoire géo, elle donne 1 heure de plan de travail, donc elle a 2 heures d'enseignement face à la classe entière. Langue vivante, alors langue vivante, voilà, là c'est un peu plus embêtant, notamment pour les bilingues, parce que pour ceux qui n'ont qu'une langue, donc il y a 4 heures en 6e, donc ils en donnent 1, il en reste 3, plus l'heure de groupe de besoins. Et en bilingue par contre, normalement c'est 3 et 3, donc là ça tombe à 2 et 2. Et ils nous font remonter qu'ils trouvent que c'est pas forcément suffisant. Voilà. Après sur les moyens, on a récupéré il y a 2 heures en 6e d'aide personnalisée, donc elle passe, ça couvre le conseil, des choses comme ça. On a 1 heure supplémentaire d'ado devoir en HSE. Et après ça dépend des disciplines, il y a eu un volant d'heures. L'année dernière ça nous a coûté à peu près 20 heures sur les 180 heures qui étaient dévolues à l'autonomie d'établissement. C'est le principal qui nous a calculé ça il n'y a pas longtemps, puisqu'on a eu un rabotage assez net des moyens. On était anciens ambition réussite, donc il nous restait encore un peu de moyens, plus que les autres REP. Là ça a été enlevé complètement. Donc ça a été le mois de janvier-février assez tendu, parce que évidemment certains disent bah non, la coopérative on donne des moyens, on a tout, on a des ordinateurs, on connaît le ministère, peut-être, je sais pas. Et donc il y a eu plein de choses comme ça qui sont remontées, et donc le principal a fait un calcul très net, et la direction, ils ont été très accompagnants depuis le départ, mais a dit ben voilà, ça coûte 20 heures sur les 180 et c'est largement rentable par rapport à plein de projets qui sont faits où on ne voit pas de résultats, ou en tout cas il n'y a pas forcément d'évaluation et on ne sait pas les retombées. Donc ils sont positionnés assez fortement. C'est ce que ça nous a coûté à peu près l'année dernière. Sur la DGH pour l'année prochaine, donc explique ce que c'est. Oui, c'est la dotation globale horaire d'un établissement de... Les heures données par le rectorat, on a un volant d'heures qui peut être divisé entre les disciplines après. On surconsomme 2 heures par division de 6e. Par rapport à, pour faire simple, quoi. Voilà. On est à 2 heures en plus pour le PP sur les divisions de 6e, quoi. Alors c'est pas énorme, mais comme on a été fortement raboté, ça le devient un peu, puisque la marge a fortement... voilà. Donc il a vraiment fallu un arbitrage de la direction et le soutien de la direction. Non, ça coûte au niveau professeur, au niveau moyen, ça coûte... Normalement, je crois que 24 heures élèves par division, plus 2 heures d'AP, d'accompagnement personnalisé. Donc tu vas avoir 26 heures division, en 6e à peu près. Hein, par classe semaine, c'est calculé par semaine. Ah ouais. Donc globalement, chaque classe en France de 6e, pour chaque classe de 6e en France, tu as 26 heures. Voilà. Et nous on consomme 28, si ça peut donner un ordre de grandeur. Voilà. On surconsomme de 2 heures. Non, mais c'est autre prof qui participe au conseil, ils peuvent venir, mais là, alors, on a les moyens, ils peuvent venir ils viennent bien sûr, la porte est grande ouverte en fonction de leur disponibilité, mais ce n'est pas inscrit dans leur emploi du temps. C'est basé sur le volontariat s'ils veulent venir, voilà. Début du projet, ça peut être intéressant quand même de faire un point. Ouais. Et ensuite, coopération de fin de semaine. Ah oui. Ouais,
Oui, alors le début du projet, en fait, oui, alors pour répondre, oui, on est largement très satisfait de ce qu'on a fait. En fait, c'est sur le vécu avec les élèves, quoi, la relation qu'on a maintenant avec les élèves. Pour revenir à ce que nous donnait aussi Sylvain au départ, il y a longtemps de ça, on était sur. Alors moi, j'étais professeur des écoles en surnuméraire sur une classe d'enfants de la communauté gitane. C'était parce qu'on a beaucoup d'élèves de la communauté gitane. Et j'étais censée doubler les professeurs de collège pour qu'ils réussissent, donc, parce que sinon ils ne pouvaient pas. Et donc je suis arrivée là un peu par accident au collège et il fallait, voilà, c'était une classe que de 6e, d'enfants en très grande difficulté, et en plus communauté gitane. C'était comme ça, ça a été fait dans les années 80, je sais pas. Bon, évidemment, ça a évolué assez vite, puisque moi j'étais opposée complètement à ce procédé. Et de toute façon, c'est plus du tout la mentalité. Donc on avait ensuite ouvert la classe, c'était une classe pour les enfants en grande difficulté en lecture, écriture. Puisque là, effectivement, j'avais des compétences que n'avaient pas forcément les collègues de lettres, quoi, qui étaient vraiment démunis. Donc c'était des classes de niveau, quoi. C'est vraiment sur les classes de niveau. Au fur et à mesure, on a en plus perdu. Il y a un autre collège qui a ouvert un peu plus à Pierre, qui a pris des élèves qui nous donnaient un peu au niveau de la mixité. Et on s'est rendu compte qu'on est tombé dans des classes de niveau. Le niveau moyen de la classe était tellement bas, on ne pouvait plus rien faire, quoi. Et bien sûr, ce n'est pas le vocabulaire, il n'y avait rien. Enfin, donc on a essayé quand même, parce qu'on nous disait on avait des moyens. Effectivement, moi par exemple, j'étais en plus avec un peu. Donc on a commencé à travailler avec Gilles ensemble. Il y avait Maurice, il y avait d'autres collègues qui étaient très intéressés pour travailler ensemble. On n'y arrivait pas, quoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre 10 profs dans une classe, mais il y en a qui croient ça, qui croient que si on met plein d'enseignants avec très peu d'élèves, ça fonctionne. Et donc nous, alors déjà quand on a dit ça aux collègues, c'était un peu, il ne faut pas parler comme ça, on va nous enlever les moyens. On a dit non, il faut être aussi réaliste, quoi. Et on était en plus en souffrance. Alors une fois, Gilles avait fait des tests début d'année en maths, et puis en fin d'année en maths. On s'était rendu compte qu'il savait moins de choses. Alors là... J'espérais, hein. Ouais, vraiment. Moi, je suis rentrée de congé maternité à ce moment-là, je me rappelle, c'était une réunion qui m'avait marqué. Le collègue en histoire géo, qui était toujours souriant et tout, complètement abattu. Bon, une journée très difficile, quoi. Et c'est vrai qu'on s'était dit, bon, on va faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et on s'est retrouvés, donc c'était septembre 2009, à creuser un peu. Alors moi, j'avais déjà lu un peu sur la coopération, ça m'intéressait. On avait en plus un problème de climat scolaire, enfin, dans la classe, évidemment, pour regrouper tous les élèves en grande difficulté, de préférence qui étaient des problèmes aussi de comportement pour ne pas embêter les autres classes. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et on était vraiment dans un mode très autoritaire qui ne nous correspondait pas, donc on en a beaucoup discuté. Donc il y avait évidemment, on s'est tourné très vite vers la pédagogie coopérative parce que ça s'est abordé. Et ensuite, c'est vrai qu'après Gilles, on a discuté avec un collègue, on s'est rendu compte, en discutant au mois d'octobre, c'était avant novembre, au mois d'octobre, moi je n'évaluais plus les élèves en dessous de 8-9, on était avec des notes à l'époque, je ne pouvais plus, je trouvais ça d'une violence, et puis justement comme on voulait changer le climat scolaire, on savait que ça pouvait plus se faire, on s'est rendu compte, je discutais avec mon collègue d'histoire géo qui m'a dit qu'il faisait pareil, il n'osait pas le dire, mais enfin, il avait une copie qui ne rendait plus, donc on était là-dedans. Et là-dessus, Gilles était parti en formation aux Journées d'Argelès, et il est revenu, oui, il faut faire les compétences, il est parti là-dedans. Donc il nous a dit, ça c'était, je me rappelle, il était rentré le vendredi, il nous avait expliqué ce qu'il avait fait en formation, il nous avait dit je vais y réfléchir et bien mettre ça au point. Donc c'était vendredi, le lundi il avait déjà réfléchi à la règle et on a commencé, c'est le premier vraiment qui a commencé et nous on a attendu un mois parce et après on a commencé avec 3 couleurs parce que moi 4 couleurs, non, je ne voyais pas à quoi ça servait, mais il y a toute une histoire là-dessus. Et voilà, on est passé sur l'année d'après, sur les classes sans notes. Après on a eu une conférence de Sylvain, c'est vrai qu'il nous avait beaucoup marqué, il était venu à Perpignan. On l'a vu en conférence et tout, et tout ça on a construit au fur et à mesure, en fait, à force, on a alimenté au niveau théorique aussi, et voilà, on était un groupe déjà qui avait envie de faire quelque chose. Et on est passé ensuite, on a fait 2 ans, on a eu un suivi cardi, on a écrit un mémoire, etc. Et ensuite on est passé, donc Gilles et Pascal qui est en EPS, qui coordonne le projet avec moi cette année, on est passé sur 3 classes de 6e. Avec déjà une hétérogénéité un peu, parce qu'il y avait encore des classes de niveau, hein. On a quand même des professeurs encore au collège qui sont persuadés que sans les classes de niveau on ne peut pas enseigner. On en a encore, c'est encore des disputes. Bon, mais là, le principal, déjà, il y a eu, l'année dernière, il y avait eu déjà un peu ça avait bougé. Et là, cette année, ça a été complètement hétérogène. Quoi. Maintenant, ça va être sur tous les niveaux, donc ça, c'est acté. Donc voilà, mais c'est vrai que le chemin parcouru depuis 2009, ça fait loin maintenant, mais bon, on est encore en train de, sur la personnalisation des apprentissages, on sait qu'on n'est pas encore. Il y a beaucoup de plans de travail qui sont une partie ferme, une partie ouverte. Et
en passant sur 6 classes, la difficulté de faire sur un niveau, c'est qu'on a... alors on travaille moins ensemble, les professeurs militants vraiment qui étaient à la base du projet, on arrive à se voir mais c'est quand même plus difficile, et puis on accueille des professeurs qui ont envie de faire des choses, mais au niveau de l'analyse de pratique c'est très compliqué parce qu'ils sont heurtés par ce qui est fait, parce que voilà, on a certains professeurs, moi j'en ai eu cette année sur ma classe, et beaucoup, j'en ai 2 qui ont quitté le plan de travail en début d'année. Ils se sentaient mal parce qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils faisaient là. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on vit des moments parfois assez difficiles. Mais après, voilà, on est vraiment en co-formation avec certains qui progressent, certains enseignants qui progressent très très vite, qui sont volontaires, et d'autres qui disent être volontaires, mais pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà, le projet, après, on est plutôt globalement satisfait. Pour se faire rapide sur comment est-ce qu'on coopère, on a la chance d'avoir un très bon réseau de communication informatique. Alors ça, doter un collège d'un outil de communication interne efficace, je pense que c'est la première des choses qui nous permet de communiquer facilement. Pour faire simple, on n'utilise pas assez montpellier.fr. On n'utilise pas les adresses académiques parce que c'est une horreur, quoi. Bon, bref, on a un dispositif de communication interne qui est efficace. On n'a pas besoin de sélectionner. Quand on veut envoyer un mail à une équipe, c'est déjà préprogrammé. Les PP, les professeurs principaux sont déjà préprogrammés. Enfin, voilà, on a une communication facilitée entre nous. Ensuite, on a 1 heure de concertation hebdomadaire le mardi de 14 à 15. Un trou dans l'emploi du temps en fait. Tous les élèves rentrent à 15h. 1 heure libre où on peut se voir. Les professeurs principaux de 6e, on a trouvé aussi des créneaux supplémentaires pour se rencontrer, le lundi en M3 et 3e heure du matin, et le vendredi en M3 également. Donc voilà, au maximum. Mais disons qu'on sait que tout le monde est... Il y a des moments où on se dit, bon là on fait une réunion, on a besoin de parler de ça, et puis sinon on sait qu'on est en salle des profs à peu près tous en même temps, parce que ils sont tous en langue en fait, donc on se retrouve beaucoup. Donc ça permet de faire aussi, de se voir sans forcément poser une réunion. Voilà, merci. Vous pouvez manger avec nous.